Bon, il est 20h05, on va commencer. Alors, je vais présenter très rapidement Thomas. Donc, Thomas est déjà intervenu lors d'une journée Gutenberg en 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un littéraire, ce qui n'est pas si fréquent dans l'écosystème LaTeX. Voilà, il a été très intéressé très tôt par l'informatique, mais malheureusement, son peu d'appétence pour les mathématiques ne lui ont pas permis de poursuivre dans cette voie à l'époque. Je pense que maintenant il pourrait, ce ne sera plus un problème. Mais bon, voilà. Et voilà, donc il a fait des études de lettres. Et puis, il a toujours été intéressé, je crois, par la mise en page. Enfin, du moins, il s'est intéressé un moment à la mise en page et est devenu correcteur avec le temps. Et il s'est aperçu que malgré des connaissances parcellaires de la typographie à l'époque, il s'apercevait de la qualité médiocre de ce qu'il pouvait lire. Et il s'était dit qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Et il a cherché à se former à des outils de PAO. Et son appétence pour l'informatique a fait qu'il s'est tourné vers des outils efficaces. Donc, en l'occurrence, au départ, LaTeX, et très rapidement, lui à LaTeX, pour pouvoir disposer utiliser les polices qu'il souhaitait facilement. Voilà, donc en plus de son activité de libraire, donc qui va cesser prochainement, m'a-t-il dit tout à l'heure, il a une activité de correcteur qu'il va désormais essayer de développer. Et voilà, et donc il va nous montrer un peu comment il procède pour créer des documents les plus parfaits possibles, typographiquement parlant. Voilà, je laisse la parole à Thomas, et qu'il n'hésite pas à ajouter quelque chose si j'ai omis l'information. Bonsoir à tous. Merci Denis pour cette présentation assez exacte. Un petit rectificatif, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que je suis toujours correcteur, mais mon activité principale, que j'espère être l'activité principale, c'est celle de typographe. Je préfère ce terme à celui de graphiste, parce qu'après tout, même si la typographie aujourd'hui est considérée comme une branche du graphisme, ce qui peut se défendre, je n'ai par ailleurs aucune compétence en graphisme général. Je ne saurais pas créer des maquettes originales et réussies pour des beaux livres, des magazines. Je serais incapable de réaliser de belles couvertures graphiques. Donc, je me concentre vraiment sur la typographie. Et donc, justement, on va se pencher un peu en détail sur la typographie, sur les grands principes de la typographie ce soir. Alors, attends, juste une seconde, excuse-moi Thomas. Je signale à tout le monde que vous avez sur la droite de votre écran une petite icône en forme de carré avec 4 flèches qui vont dans les coins. Ça vous permettra de mettre en plein écran pour bien voir le partage d'écran de Thomas. Voilà. Et maintenant, je te laisse la parole, Thomas. D'accord. Donc, bon, j'ai pris quelques... Je suis désolé, je suis incapable de faire des présentations, que ce soit avec Beamer, PowerPoint ou LibreOffice. Donc, je vais y aller à l'ancienne, de simples notes qui vont servir de support, et puis le partage d'écran, évidemment. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'extension Luatypo. C'est une extension qui a été créée par Daniel Flippo, ici présent, pour LuaLaTeX, on verra pourquoi, exclusivement pour LuaLaTeX. Il a créé cette extension après avoir lu un article que j'avais publié il y a quelques années, et qui d'ailleurs a été diffusé dans le cadre de l'association. Cet article était intitulé « Mettre un roman avec la famille Tech ». Et donc c'était pour présenter un peu nos logiciels au public des éditeurs ou des maquettistes qui ne les connaîtraient pas, c'est-à-dire en fait presque tous, presque personne dans le monde de l'édition littéraire du moins ne connaît LaTeX et les logiciels compagnons. Et dans cet article, je faisais état d'un certain nombre de défauts que fréquemment on trouve dans l'édition littéraire française et probablement francophone. Je ne sais pas ce qu'il en est au Québec. J'ai quand même vu un livre d'un éditeur québécois qui était absolument abominable. Et en Suisse, malheureusement,
que c'était, semble-t-il, du moins chez certains éditeurs. Je pense ici aux éditions de La Joie de lire, un éditeur jeunesse qui fait par ailleurs des romans, des albums pour enfants très, très intéressants. Mais d'un point de vue typographique, ce n'est vraiment pas terrible non plus. Et donc, je référençais toute une série de défauts, et Daniel s'est dit qu'il y avait matière à faire quelque chose, et de tirer parti des possibilités offertes par l'UATEC pour détecter les défauts en question. Alors, les détecter, bon, LaTeX, c'est déjà, pour certains, c'est un peu le faire. Il suffit de lire les logs, mais les logs, c'est long, c'est rébarbatif. C'est beaucoup moins parlant que de la couleur dans le texte. De la couleur, plus exactement, dans le PDF. Et c'est exactement ce que fait donc l'UATypo. L'UATypo détecte des problèmes et les met en évidence dans le PDF produit par l'UA-LaTeX en couleur. Alors, pourquoi est-ce que l'UATypo se contente de détecter les problèmes et n'essaie même pas de les résoudre? Eh bien, parce qu'il y a des solutions automatisées qui sont possibles, mais souvent elles donnent des résultats qui sont insatisfaisants et même carrément catastrophiques. Alors, peut-être que vous, mais les défauts, je parle, puisque après tout, on lit souvent que les documents produits par LaTeX sont d'une qualité typographique irréprochable. Et dès lors, à beaucoup d'entre nous, apparemment, nous semblons vouer une confiance aveugle à nos logiciels. Et en fait, c'est une erreur. Il y a un aspect très important, c'est vrai, dans la typographie qu'on appelle le gris typographique. Et généralement, ce gris typographique est d'excellente qualité. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul critère qui définit la réussite d'une mise en page ou d'une composition typographique. Et donc, pour présenter l'UATypo, je vais d'abord être amené à parler de typographie, de préciser son rôle et les grands principes sur lesquels elle repose. Et ce sera donc la première partie de mon exposé. La deuxième partie, elle sera consacrée à la présentation succincte de l'extension l'UATypo. Alors pourquoi succincte? Parce que si je vous faisais le descriptif par le menu, ma foi, ce serait assez rébarbatif. Donc en fait, il me semble plus intéressant de vous la montrer à l'œuvre dans un exemple concret. En l'occurrence, c'est le début d'un roman d'Anatole France, Les dieux ont soif. Alors les dieux ont soif, c'est un peu mon cobaye, hein, il me sert, le pauvre, il me sert à toutes mes expériences, c'est mon rat de laboratoire en quelque sorte, pour des raisons que je ne vais pas développer, mais qui m'amusent beaucoup. Et sinon, donc, dans la troisième et dernière partie, je vais vous inviter en cuisine à découvrir l'activité d'un typographe avec l'UA-LaTeX. Parce que, donc, vous allez voir les problèmes détectés, il va y en avoir beaucoup. Et on a tellement même que ça peut vous paraître absolument déprimant. Et s'il n'y a pas de solution automatisée pour les résoudre, enfin, il y en a parfois, mais on verra justement pourquoi certaines de ces solutions sont très mauvaises, d'autres, au contraire, être satisfaisantes. Mais malgré tout, il y a énormément de choses qui doivent être traitées manuellement, si je puis dire. Et dès lors, que faire? Eh bien, c'est ce que je vous montrerai donc dans la troisième partie. Donc, on va commencer par parler un petit peu de typographie. Alors, je vais faire très, très bref pour ne pas vous assommer de détails. Et puis, je suppose aussi que certains parmi vous s'y connaissent déjà bien, voire très bien, voire mieux que moi. Donc, je vais me limiter à l'essentiel. La typographie, c'est donc quelque chose qui concerne tous les documents imprimés au sens étendu, qui inclut aujourd'hui ce qui s'affiche sur un écran. Alors, cela dit, on va se limiter à parler de la mise en page qualifiée de fixe, par opposition aux mises en page dites fluides. Les mises en page fluides, ce sont par exemple les sites web à l'ancienne, même si maintenant, avec le langage CSS, on peut fixer beaucoup de choses, mais malgré tout, la mise en page de nombreux sites web reste quelque chose de fluide, qui va varier en fonction de la largeur de l'écran, de la fenêtre, de la définition. Et de même pour les EPUB, on ne peut pas prédire sous quelle forme ils vont s'afficher, puisque ça dépendra du périphérique utilisé, du logiciel utilisé pour lire l'EPUB, de la taille de l'écran, des choix éventuellement d'utilisateurs en matière de police, d'interlignage, etc. Donc, la mise en page fluide, elle s'adapte aux conditions d'affichage. Mais donc, de cela, on ne va pas parler, puisque de toute façon, ça n'est pas l'objet des logiciels de la famille Tech qui se destinent à faire de la mise en page donc fixe. Que ce soit donc pour des PDF
aujourd'hui donc le format de sortie privilégié, que ce soit pour des PDF qui vont être imprimés, ou bien des PDF qui sont destinés à une lecture à l'écran. Et d'ailleurs, la mise en page fixe, c'est la seule possibilité si on veut viser raisonnablement la perfection en matière de typographie, parce qu'avec une mise en page fluide, c'est malheureusement totalement impossible en l'état actuel des technologies. Alors donc, qu'est-ce que la typographie? Eh bien, c'est l'art de composer le texte à mettre en page en assemblant des caractères, autrefois appelés types, d'où le nom typographie. Donc on assemble des caractères et des blancs, qu'on appelle plutôt aujourd'hui les espaces. En typographie numérique, on distingue le glyphe du caractère. Alors c'est une distinction qui peut paraître, comment dire, un peu vétilleuse, mais en fait, ça n'est pas du tout, enfin, c'est même fondamental. Aujourd'hui, le caractère, il faut le considérer plutôt comme une abstraction. Et alors que le glyphe, ça va être la représentation du caractère correspondant, ou même parfois de plusieurs caractères. Par exemple, si vous composez avec la tech paramétrée par défaut le mot fin, vous avez 3 caractères, F, I, N. Mais vous n'avez que 2 glyphes. Le premier glyphe, c'est la ligature FI, donc le F et le I fusionnés en un seul dessin, si je puis dire, donc le glyphe, et le N. Et donc, on peut dire d'une police d'écriture qu'elle manque de glyphes, mais stricto sensu, elle ne manque pas de caractères. C'est éventuellement la table Unicode qui n'aurait pas prévu certains caractères, qui est susceptible d'en manquer. Mais une police, elle va simplement manquer potentiellement, enfin, c'est toujours, elle va manquer de glyphes. Alors, une autre distinction importante aujourd'hui est la macrotypographie et la microtypographie. La macrotypographie, c'est tout ce qui concerne les aspects généraux de la mise en page. Donc les choix qui vont être opérés en amont, c'est par exemple le format de la page, le choix de la police d'écriture, alors pardon, avant cela, les marges qui vont définir les dimensions en fait du bloc de texte et son positionnement sur la page. C'est ce qu'on appelle l'empagement, qui consiste donc à définir les marges. Ensuite, le choix de la police, de sa force de corps, et puis à la jonction de la macrotypographie et de la microtypographie, vous avez également le choix de l'interlignage, c'est-à-dire la distance entre 2 lignes consécutives. Et la microtypographie, qu'est-ce que c'est par opposition à la macrotypographie? Eh bien, c'est tout ce qui concerne la composition de chaque ligne. Donc, c'est-à-dire l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres. Donc là, ça dépend en grande partie de la police elle-même et donc de ce qu'on appelle ses approches. C'est la distance qui sépare deux glyphes consécutifs. Et ces approches peuvent varier en fonction de certains appariements. Par exemple, vous avez un T, une grande capitale, T, et puis une lettre comme le O. Eh bien, le crénage, c'est une opération qui va consister à rapprocher le O et le T, parce qu'il y a de la place sous le T, et le O peut passer un petit peu sous la barre du T. Bon, c'était juste un exemple un petit peu abstrait, je ne vais pas m'attarder. Mais alors, le rôle de la typographie, eh bien, c'est tout simplement de servir le texte qu'on doit mettre en page. Donc, il s'agit d'inviter le lecteur à lire ce texte et d'en rendre la lecture aussi agréable et fluide que possible. Donc, la typographie a une double mission. Tout d'abord, aguicher, séduire le lecteur, mais ensuite, ne pas en faire trop, puisqu'il lui faut ensuite s'effacer au profit du texte que, normalement, elle est censée servir. Et donc c'est pour ça que pour définir une bonne typographie, en termes positifs, ça n'est pas très facile, et il est plus facile de la définir en creux. Une bonne typographie, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une typographie idéalement exempte de défauts, ou du moins qui va présenter le moins de défauts possible. Et donc voilà, on en arrive maintenant aux défauts. Qu'est-ce donc qu'un défaut en typographie? Eh bien, c'est tout simple. Un défaut, c'est ce qui dessert la double mission de la typographie. Donc, ça peut être par exemple ce qui est la laideur. Si la maquette, donc tout ce qui est au niveau de la macrotypographie a été mal pensé, si la police a été mal choisie, bon, déjà le texte sera visuellement rebutant et ça s'oppose à l'objectif de la typographie.
Et au niveau de la microtypographie, un défaut, eh bien, c'est tout ce qui pourrait entraver la lecture en la rendant soudain curieusement difficile, ou bien en détournant l'attention du texte par la survenue de certains accidents, de certains problèmes. Alors, en matière de défauts typographiques, il faut bien comprendre que l'UATypo ne permet pas de détecter tous les problèmes. L'extension ne s'occupe que du cas des lignes. Donc, c'est une partie de la microtypographie. Mais si, par exemple, vous avez fait joujou avec l'extension géométrie, en définissant les marges au petit bonheur la chance, si vous vous êtes dit, oh, l'interlignage, là, la distance entre les lignes, ça ne me plaît pas, je vais changer tout ça. S'il y a une police que vous aimez bien, mais bon, comment dire, vous n'avez pas l'œil suffisamment averti pour en apprécier les qualités, mais aussi les défauts, eh bien, l'UATypo ne pourra rien pour vous. L'UATypo ne va pas vous dire que votre maquette est ratée, que votre ligne ne ressemble à rien. Et donc, sa fonction, c'est simplement de détecter des problèmes qui surviennent au niveau des lignes. Et alors, on peut, avant de voir en détail les défauts qui sont traités par l'extension, je vais commencer à produire quelques exemples pour vous montrer que les paramètres par défaut de la tech ne sont pas forcément judicieux. Alors, ils sont tout à fait convenables dans le cas général, c'est-à-dire si on ne retouche absolument à rien, si on accepte la police par défaut, voilà, la mise en page par défaut. Mais on va voir que dès qu'on s'écarte un peu des paramètres standards, eh bien, le résultat n'est pas forcément génial. Alors, je vais vous montrer ça. On va voir d'abord. Donc ça, c'est le début du roman d'Anatole France, sans aucune détection par l'UATypo. On jette un regard rapide. C'est la classe qui a été utilisée. Je n'ai touché absolument à rien. On verra qu'il y a en fait de très nombreux effets. Regardez de façon superficielle, ça a l'air assez. Mais si maintenant j'avais envie de changer certains paramètres, par exemple, je vais changer la police. Alors, en première ligne, je vous invite à regarder, je vais zoomer un petit peu peut-être pour ceux qui n'ont pas très grand écran. Donc, j'ai fait figurer quelques informations au début du document. Donc, ici, c'est la police est en 11 points. L'interlignage, donc l'écart entre deux lignes consécutives est de 13,6 points. C'est l'interlignage par défaut de tech, une police en 11 points. Le GLU, donc, c'est l'espace intermo. Il est donc de cette valeur-là. Et c'est une longueur élastique, évidemment, puisqu'on est dans un texte justifié. Donc, l'espace intermo, le plan intermo va varier de plus 1,82 points, moins, bon, ça, ce sont les valeurs théoriques, puisqu'en réalité, il peut être étiré beaucoup plus, et ça va créer justement des problèmes. Mais donc, maintenant, je me dis, bon, je vais changer cette police. Alors, je remercie Daniel au passage, Daniel Filippo, l'auteur de l'extension, qui est un pilier du monde de la tech francophone, et qui édite notamment un document de présentation de police libre disponible pour la tech notamment. Et c'est son document qui m'a fait découvrir la police computer moderne, non, c'est New Computer Moderne, donc qui est une extension fabuleuse des polices que nous connaissons, non seulement par toutes les langues qu'il devient possible de composer, l'hébreu, l'alphabet phonétique international et d'autres encore, mais il y a aussi des variantes, il y a beaucoup plus de variantes grasses que dans les polices de base. Et là, j'ai utilisé une variante 10 points plus grasse que la latine moderne ou la computer moderne. Donc, ce n'est pas la police par défaut, en fait, de la tech, même si elle y ressemble beaucoup, évidemment. Alors, je fais varier quelques paramètres. J'expliquerai un peu mon source plus tard. Mais là, voilà, ici, on peut changer de police. Je décommente. J'ai fait une bêtise, voilà. Et je vais choisir exprès une police un peu extrême, le noto-sérif. Et nous allons voir le résultat.
on a le GLU qui a changé, mais l'interlignage n'a pas changé. Et je ne sais pas ce que vous vous dites, mais moi je trouve que ce texte étouffe. Il étouffe pour la simple et bonne raison que, justement, cet interlignage n'a pas changé. La police utilisée, Noto-Serif, possède une hauteur d'X élevée. La hauteur d'X, c'est tout simplement la hauteur des caractères, comme le E, des lettres qui ne prennent pas d'ascendante ou de jambage. Et donc, si la hauteur d'X est importante, normalement, pour éviter cette sensation d'étouffement, il faut augmenter l'interlignage. On peut aussi avoir le problème inverse. Si je prends donc en commentaire, j'ai mis, je vais zoomer un petit peu pour que peut-être certains vous voyez mieux, la police Guillaume, elle a une hauteur d'X très faible. Eh bien, nous allons voir le résultat. Voilà, donc là, cette fois, on a le défaut inverse. Les lignes sont nettement trop écartées parce que la valeur de l'interlignage n'a pas bougé. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer un problème qui se pose quand on accepte aveuglément la configuration par défaut. Alors, vous avez sans doute entendu parler de contexte. Certains, peut-être parmi vous, l'utilisaient également en plus de la tech. Ce n'est pas encore mon cas, mais j'y songe fortement. Je vais vous montrer un peu ce qui se passait dans le contexte. Context a une politique en matière d'interlignage qui est plus pertinente que la tech parce que cet interlignage est calculé en fonction de la hauteur d'X. Alors, ça ne donne pas forcément des résultats parfaits, mais en tout cas, vous allez voir tout de suite la différence avec la police Guillaume. Enfin, on va revenir plutôt à Noto pour commencer. Voilà, donc cette fois, l'écartement entre les lignes est bien plus raisonnable. En tout cas, la lecture est plus agréable, le texte respire davantage. Je vais remettre, je vais commenter pour que vous constatiez tout de suite la différence. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est quand même plus agréable. Pardon, c'est quand même plus agréable avec un interlignage proportionnel à la hauteur d'X. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que ce soit absolument parfait comme solution. Je vais vous le montrer avec une police, donc la police Trianon. C'est une nouvelle police, malheureusement elle est propriétaire, donc vous ne pourrez pas le reproduire chez vous, sauf si vous avez la chance de disposer de cette police. Voilà, donc là, on a un interlignage pourtant qui n'est pas de 13,6, hein, il a été un petit peu augmenté proportionnellement à la hauteur d'X, et pourtant, eh bien, ça ne suffit pas. Le texte fait toujours assez tassé, et là, la raison, elle est liée principalement à l'axe des caractères. Effectivement, les ont un axe, parce que les premiers caractères étaient dessinés sur le modèle de la calligraphie. Et donc, les caractères étaient très plumes, et selon la forme biseautée de la plume et la manière dont les scribes tenaient la plume, eh bien, il y avait donc ce qu'on appelle des pleins et des déliés. Donc, le plein, c'est la partie la plus grasse du caractère, du glyphe en typographie numérique, et le délié, la partie la plus fine. Et ce passage du plein au délié détermine un axe. Donc, c'est notable pour les... Bon, là, ça va être assez bien, parce que justement, c'est le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'axe dans les de ce type-là. Donc, il y a un côté très, comment dire, un peu raide, un peu droit, voilà, de ces polices. Et ce qui fait que cette verticalité appelle en fait comme si les lignes devaient se repousser entre elles du fait de cette verticalité. Et donc, pour une police comme la Trianon, il faut un interlignage plus important.
Alors, je me suis basé sur des éditions du 9e et du début du 20e siècle, et j'ai trouvé que la valeur de 3,5 auteurs X, pour cette police-là, c'était pas mal. Ça refait un peu. On retrouve un peu la couleur typographique des textes du 19e, du début 20e. Voilà. Donc, un interlignage important, mais qui convient bien à cette police-là. Vous voyez ici 17 points, plus de 17 points pour l'interlignage. Bon, c'était quelques exemples pour vous montrer que voilà, les paramètres par défaut de la tech ne sont pas toujours adaptés. Ah, et j'oubliais, ah oui, le blanc intermo. Alors, donc, alors, vous avez pu regarder, si vous avez été attentif, vous avez pu voir que, en fonction des polices, le GLUV, en fait, qui est inclus dans les polices, donc tech en tient compte, mais malgré tout, on peut trouver que ça n'est pas suffisant. De même qu'une police verticale appelle un interlignage plus élevé, une police qui a une chasse importante, c'est-à-dire dont les caractères sont relativement larges, eh bien, appelle un espace intermo plus important aussi. Et bon, même si les créateurs de police définissent cette valeur, on peut, peut-être, ça n'est pas suffisant. En tout cas, si on veut retrouver une couleur typographique, un gris typographique qui évoque celui du 19e ou du 20e siècle, il faut espacer davantage les mots. Et donc là, j'ai fait une petite commande pour ça. Bon, là, c'est juste pour lui dire oui, modifie l'espace intermo, mais ça va être défini plus loin. Et vous allez voir un peu à quoi ressemblait un texte de l'époque. Voilà, c'est pas du tout la même couleur typographique. Certains peuvent trouver que c'est trop large, qu'il y a ce qu'on appelle des lignes blanches, des lignes lavées. Mais je vais vous montrer un peu l'édition originale des Dieux ont soif. Et vous verrez que finalement, le résultat est assez proche. J'ai une seule page. Voilà, c'est le même type de police, le même interlignage, des blancs intermo assez importants. Donc ça, évidemment, mon PDF. Voilà. Mais passons maintenant donc à la typo. Alors, donc l'UATypo, c'est une extension, malheureusement pour ceux qui n'y sont pas encore passés, qui nécessite l'UATech. Et alors, ça ne sert à rien d'attendre une adaptation pour PDFTech ou Zytech parce qu'elle ne verra jamais le jour. Ça n'est tout simplement pas possible. Alors, pourquoi ça? Eh bien, parce que les données de bas niveau qui sont construites au cours du processus de composition, pour la plupart, sont inaccessibles à l'utilisateur de PDFTech, Zytech et encore plus de tech. Et donc, en ce sens, il s'agit de systèmes de composition qui sont relativement fermés. Mais au contraire, l'UATech donne accès, quant à lui, à un grand nombre de ces données de bas niveau au moyen de ce qui s'appelle en anglais les callbacks, les rappels, en utilisant le langage Lua. Donc, avec l'UATech, il devient possible d'interférer avec le processus de composition lorsque vont se produire certains événements. Donc, il s'agit de tester les événements en question. Et ça permet, par exemple, de composer une suite de caractères dans une autre couleur que celle utilisée par défaut. Donc, lorsque la chaîne de caractères en question satisfait à certaines conditions. Et donc, justement, c'est ce que fait l'UATypo. Elle utilise ce système de callbacks pour détecter et signaler en couleur toute une série d'accidents de composition typographique qui surviennent inévitablement dans un PDF produit par, du moins le premier jet produit par l'UATech. Alors, pour appeler l'UATypo, c'est tout simple. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. C'est tout simplement usePackage, la liste des options et l'UATypo. Alors, on va voir maintenant très rapidement les options de l'UATypo. Et si vous voulez une description détaillée, il faudra lire la documentation. Et puis peut-être aussi vous pencher vers mon fichier de configuration, sachant que, oui, j'ai oublié de préciser, mais je vais mettre à disposition tous les fichiers qui ont été utilisés ce soir,
à part malheureusement les polices propriétaires que je n'ai pas le droit de partager. Donc, voici un appel de l'UATypo avec le détail de toutes les options. La première ligne, il s'agit de détecter les lignes à voleur. Alors, une ligne à voleur, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière ligne d'un alinéa qui serait très courte. Donc, alors, je précise ici, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'emploie le terme alinéa au sens du mot anglais paragraph. En typographie française, le mot paragraphe, traditionnellement, n'a pas le même sens que le paragraph anglais. Un paragraphe, c'est en fait une section qui peut comprendre plusieurs retours à la ligne et qui est séparée de la section paragraphe suivante par un saut vertical, qu'on appelle en typographie une ligne de blanc. Donc voilà, c'est sauter une ligne, quoi, si vous voulez. Et donc un paragraphe se compose de plusieurs blocs qui sont signalés par des retours à la ligne et un renfoncement d'alinéa pour marquer la première ligne. Et donc l'alinéa, bon, c'est un terme assez polysémique, mais je l'emploie généralement au sens d'un groupe compris entre un retour à la ligne, enfin entre un renfoncement d'alinéa en première ligne et un retour à la ligne. Voilà, donc une ligne à voleur, eh bien, c'est la dernière ligne d'un alinéa qui est très courte. Par exemple, là je vais en créer une dans mes notes. Non, je ne peux pas, c'est pas le fichier éditable. On verra ça avec les couleurs. On va parcourir la liste très rapidement, je n'explique pas trop et vous verrez beaucoup mieux avec les couleurs. Donc le défaut suivant, c'est le défaut inverse, la dernière ligne d'un alinéa qui serait presque pleine. Alors on verra pourquoi c'est un problème un peu, là c'est pour les puristes, hein, pour les typographes tatillons, vétilleux, pénibles, maniaques. Donc c'est un défaut qui est moins grave que le précédent. On verra comment y remédier. Là, un défaut beaucoup plus gênant, c'est la page creuse trop courte. Une page creuse, c'est tout simplement une page qui ne remplit pas toute la hauteur disponible. Typiquement, c'est la dernière page d'un chapitre, par exemple, qui descend rarement, où les lignes descendent rarement jusqu'en bas. Et donc, une page creuse trop courte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une page creuse qui contiendrait, par exemple, une ou deux lignes. Voilà, donc ça donnerait vraiment l'impression d'incongruité, de travail bâclé. Pourquoi si peu de lignes sur cette page? Voilà, donc l'UATypo permet de le signaler. Les overfull lines, ça c'est classique, c'est les lignes qui débordent. Alors bon, tout le monde a vu ces fameuses lignes interminables qui tranchent avec les autres, heureusement, mais parfois le débord est assez léger et pourtant il faut quand même l'éviter. Donc c'est pas inutile de le signaler en couleur. Les lignes lavées, eh bien, ce sont des lignes où les mots sont trop écartés. Alors ensuite, on a les veuves, les orphelines, ça je pense que tout le monde connaît. On a aussi la détection des divisions en fin de page. Alors, une division en typographie, ça désigne le processus qui consiste le procédé qui consiste à couper un mot. Ça peut désigner également le trait d'union, entre guillemets, le signe utilisé pour marquer cette coupure, qui n'est pas forcément le trait d'union. Ça peut être un autre glyphe. Hein. Dans certains livres anciens, notamment, c'était autre chose. Donc la division, c'est à la fois la coupure du mot et le signe qui marque cette coupure. La division, c'est quelque chose d'inévitable dans un texte justifié. Donc certains qui cherchent à tout prix à éviter les coupures de mots, les divisions, ça peut se concevoir si la justification, la longueur d'une ligne est vraiment longue et que l'UATech peut s'en sortir en interdisant les divisions. Mais c'est quand même généralement une interdiction qui est beaucoup trop préjudiciable, qui donne lieu à la multiplication de lignes lavées, donc avec des mots trop écartés, et il faut absolument autoriser la division, la coupure des mots. Le problème, c'est qu'il faut aussi éviter qu'il y en ait trop, et surtout trop à la suite. Donc si vous avez 2 à la suite, bon, ça passe encore, 3, ça commence à faire beaucoup, 4, 5, 6, là c'est vraiment excessif. Ça crée alors non seulement ça entrave la lecture, mais ça crée une distraction visuelle, toutes ces superpositions de divisions. Alors, certains typographes encore plus tatillons que moi proscrivent la division à l'avant-dernière ligne d'un alinéa. Alors, bon, je conçois que ce soit un défaut si c'est la division du dernier mot de l'alinéa, et à ce moment-là, la ligne qui suit la dernière
Ça va donc être une ligne à voleur, une ligne trop courte. Mais pour ma part, si ça ne donne pas lieu à une ligne à voleur, bon, c'est quelque chose que j'admets. Les mots courts en fin de ligne, une ou deux lettres, on verra plus en détail. C'est pas n'importe quel mot court en fait. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, ce sont les premiers mots courts d'une phrase. On verra concrètement pourquoi ça peut être un problème. Ensuite, on a une suite de glyphes identiques en début de ligne, de plusieurs lignes consécutives, ou en fin de ligne. Ça crée si ces superpositions sont visibles, bah ça veut dire que si elles sont remarquées, ça veut dire que le lecteur est sorti du texte, ne serait-ce qu'un instant, et donc il faut l'éviter autant que possible. On a aussi le problème des notes de bas de page sur plusieurs pages. Vous avez le début d'une note, il faut tourner la page pour lire la suite, et ensuite il faut retourner la page en arrière pour lire la suite du texte. C'est très désagréable. Et enfin, le dernier défaut qui a été ajouté à ce jour, à ma connaissance, c'est le dernier mot de phrase qui se retrouve en haut de page. Surtout si ce mot est très court, surtout s'il faut tourner la page. Bah, imaginez, vous tournez la page et le premier mot que vous lisez, c'est « là », point. Bon, c'est pas terrible. Mais on va voir maintenant tout ça concrètement dans le source que j'ai créé pour ça. Je vais d'abord vous le présenter parce qu'il est un petit peu spécial dans sa conception. Comme je voulais vous montrer toute une série de phénomènes, de variantes, je n'ai pas voulu multiplier les fichiers. Donc, pour ne pas limiter les fichiers, pour limiter aussi les allées et venues au sein du code, je commence le source par définir une série de macros LaTeX qui, pour beaucoup, en fait, vont jouer le rôle de variables, qui sont testées par la suite avec la commande if then else de l'extension if then, ou alors le rôle de paramètres. Donc, avant le préambule classique, il y a toutes ces commandes qui précèdent la déclaration de la classe. Ensuite, vous verrez un préambule classique avec ici la liste des extensions que j'ai utilisées, if then pour faire des tests, calc éventuellement, bon, je ne sais même plus si ça me sert vraiment, mais ça permet d'exprimer des longueurs, enfin avec des multiples, des opérations sur les longueurs beaucoup plus facilement. Microtype, bon, ça pour moi c'est indispensable. FontSpec pour choisir les polices. RealScripts, ça c'est une extension très utile qui permet d'utiliser les vraies lettres supérieures si vous avez à composer des abréviations comme Madame, Mademoiselle, Monseigneur, numéro ou les appels de notes. Par défaut, LaTeX va réduire les glyphes ordinaires et ça donne un résultat qui n'est pas satisfaisant typographiquement parce que tout simplement les caractères sont amaigris par la réduction. Donc les polices bien faites normalement disposent de toute une série de jeux de glyphes pour les indices ou les lettres supérieures, ou caractères supérieurs. Donc sinon, vous avez le module French de Babel, évidemment, l'UATypo, évidemment aussi. Une autre extension intéressante dont je vais vous montrer juste un aspect, pour très vite ne pas vous dire que ce n'est pas la peine de s'en servir, mais ça valait quand même la peine que je vous la montre. Et puis une extension dont j'attendais beaucoup et qui m'a beaucoup déçu, l'UA Window Control, ce qui montre bien toutes les limites de l'automatisation pour régler certains problèmes. Et j'ai également défini quelques macros personnels qui me servent dans la suite du texte. Une commande, ligne pleine, on verra à quoi elle sert. Une commande tiret, c'est pour les tirets de dialogue. On va voir aussi pourquoi elle est très utile. Et bon, astérisque, c'était pour faire... Bon, là, je l'ai vraiment bâclé, hein, je n'ai pas soigné, c'était juste pour séparer ce qui à l'origine était des chapitres. Mais là, j'ai supprimé volontairement les chapitres pour simplifier les choses. Et donc, pour finir, on a, avant l'appel du bon fichier pour le texte à mettre en page, on a le paramétrage proprement dit à partir de toutes les variables, entre guillemets, définies plus haut. Alors, maintenant, on va passer donc, aux sources. Donc, je vais lancer la compilation du PDF avec le texte sans retouche, avant toute intervention, avant toute détection par l'UATypo, classe book, format A5, en 11 points, et je commente la commande police de labeur pour que
par défaut, ils me choisissent donc la version moderne de New Computer Modern, voilà, pardon. Je supprime l'interlignage, pas de modification d'espace intermo, et voilà, je lance la compilation. Donc voilà, si on parcourt ici, je pense que vous avez tous vu le défaut, Barnabit, troisième ligne qui déborde. Si on parcourt le document, sans doute que rien ne va vous choquer dans l'immédiat. Ici, on a une orpheline. Alors, pardon, oui, vous ne voyez peut-être pas la souris, que le curseur que je déplace, je ne sais pas. Donc, en page 4, en bas, la dernière ligne, c'est ce qu'on appelle une orpheline. Une orpheline, c'est la première ligne d'un alinéa qui se retrouve en bas de page. Donc, à la fois première ligne d'alinéa et dernière ligne de la page. Ça, ce sont des défauts qui sont assez faciles à repérer, même en ne faisant que survoler le texte. Page 11, en bas de la page, vous voyez ici une division, en bas, dernière ligne, répu, nickel. Alors, c'est d'autant plus problématique que ça survient à de belles pages. Les pages impaires, les pages paires, vous appelez. Donc, la chose, en fait, était à la page 10. Donc, au moins, il suffit de lever les yeux pour voir tout de suite la suite du mot. Mais là, il faut tourner la page. Donc, c'est vraiment désagréable. D'autant que, très souvent, c'est vrai, on devine la suite du mot, mais parfois, on n'a pas anticipé et on s'est trompé. Et donc, quelque chose de particulièrement désagréable. Alors, je continue. Voilà, on a une autre division, page 15, en bas de page. Encore, page 16, on en a une. Voilà, c'est moins gênant puisqu'on a la suite du mot tout de suite après. Excuse-moi Thomas, on t'entend très mal. Ah, pardon. Est-ce que je vais parler plus fort? Non, c'est brouillé, enfin, il y a beaucoup de parasites. Ah, alors. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai déplacé un petit peu mon portable, c'est peut-être le Wi-Fi. Oui, d'accord. Donc, voilà, ici, on voit notre première... pardon, par contre, je n'ai plus de souris. Il faut que ça revienne. Excusez-moi, j'ai un problème. Voilà. Donc, page 18, on voit ici en haut de page une veuve, coûter cher. Alors, non seulement c'est une veuve, mais donc la veuve, c'est le contraire de l'orpheline, c'est la dernière ligne d'un alinéa qui se retrouve en haut de page. Et en plus, cette ligne est donc, creuse, parce qu'elle ne remplit pas toute la justification, elle est même très creuse. Et c'est quasiment une ligne, ce qu'on appelle une ligne à voleur, c'est-à-dire une ligne trop courte. En tout cas, dans ce contexte-là, ça ne fait que souligner le défaut. Donc voilà, j'arrête là le survol sans l'UATypo. On voit que, voilà, à l'œil nu, on peut déjà détecter pas mal de défauts. Mais si on veut détecter vraiment tous les défauts, c'est quand même bien pratique d'avoir l'UATypo, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce que je vous ai dit pour l'instant. Alors, pour activer l'UATypo, j'ai ma petite commande PDF version, brouillon. Et nous allons voir maintenant ce que l'UATypo va nous donner dans sa configuration par défaut. Voilà, une ligne bleue, la ligne qui déborde. Je descends rapidement. Ah, pétition. Là, vous voyez, le problème, c'est ce qu'on appelle donc une ligne à voleur, c'est-à-dire une ligne vraiment très très courte. Ça crée des trouées blanches dans le texte, et puis bon, bah, c'est vrai que ça fait un peu mesquin. Et d'ailleurs, si on les appelle ces lignes à voleur, c'est qu'autrefois, les ateliers de composition étaient payés à la ligne. Et donc, forcément, composer une ligne très courte, ça va beaucoup plus vite que de composer une ligne complète. Et voilà, bah, Sion était payé au même prix que la ligne précédente, et voilà pourquoi ça s'appelle une ligne à voleur. Donc là, pas de défaut détecté. Ah, voilà, ici on a donc l'orpheline dont je parlais tout à l'heure, je crois. Je ne sais plus si c'était celle-ci. Donc elle est signalée en bleu.
À nouveau, une ligne à voleur, signalée en bleu clair. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour parcourir le texte plus vite. Et dès que je vois de la couleur, je rezoomerai. Voilà, vertu, répu, lichen, ce défaut était bien détecté. À nouveau, une ligne à voleur, peintre. Un mot coupé en bas de page. Une ligne à voleur. Un mot coupé en bas de page. La veuve de tout à l'heure. Une ligne à voleur. Alors, la ligne bleue, il doit y avoir un très léger débord de la ligne bleu foncé. Une ligne à voleur avec taille. Alors ici, voilà, un défaut qu'on n'avait pas encore vu. Une ligne en grisé, comme ça, gris clair. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le contraire de la ligne à voleur. C'est la dernière ligne d'un alinéa, donc normalement une ligne creuse, qui est en fait presque pleine. Et alors, donc certains considèrent que voilà, ce léger blanc en fin de ligne, c'est un peu mesquin, et que pour marquer la fin de l'alinéa, il vaut mieux un blanc beaucoup plus franc. Donc, il faudrait. Alors, là, il y a deux écoles à ce sujet. Certains se disent bon, bah, si la ligne est presque pleine, autant qu'elle soit pleine. Et donc, on s'arrange pour recomposer l'alinéa pour avoir une ligne qui remplisse totalement la justification. On verra tout à l'heure comment faire ça. Il y a deux méthodes possibles. Ou alors, au contraire, on se dit bon, elle est un peu trop longue, d'accord, mais au contraire, il vaut mieux que on va augmenter le blanc à la fin, à la fin de l'alinéa. Et donc, on va au contraire resserrer un petit peu les caractères. Donc, c'est de l'interlettrage négatif. Alors, c'est une pratique qui fait hurler les puristes. Mais voilà, parfois, c'est une bonne solution pour régler un problème. Enfin, une solution pragmatique, disons. Alors, là, on a une veuve, mais une veuve pleine. Alors, certains, comme le défunt Jean Méron, considéraient que bah, une veuve pleine, ce n'était pas un problème, puisque l'origine de l'interdit des veuves, en fait, il est d'ordre esthétique, à savoir éviter d'avoir une ligne creuse en haut de page. Et dans la mesure où la veuve est pleine, on peut se dire, bon, bah, après tout, c'est pas vraiment un problème. Donc là, on a une ligne lavée. Je m'attendais à en trouver plutôt que ça. Et donc, vous voyez que pour c'est sa vraie ressemblance, etc., dit-elle enfin, les mots sont vraiment trop écartés. Donc là, l'UATypo nous le signale. Et ensuite, on a une ligne à voleur avec craché. Là, pourquoi lait est en rouge? Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez les lignes précédentes, vous voyez commencer est coupé, laborieuse est coupée, et on a l'aiguille qui est coupée aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on a 3 coupures de mots à la suite, 3 divisions. Et donc, en typographie soignée, on évite de dépasser 2. Après, bon, si on est un peu moins exigeant, on peut en admettre 3, mais en tout cas, au-delà, 4, là, il faut vraiment faire quelque chose. À nouveau, une ligne qui déborde. À nouveau, une veuve. Bon, là, on voit qu'elle n'est pas tout à fait pleine. Donc, soit on élimine la veuve, soit on s'arrange pour que la ligne soit pleine. Une ligne lavée. Une ligne à voleur. Une ligne qui déborde. Là, j'ai commenté longuement cet alinéa qui est extrêmement problématique. Il n'y a pas de solution satisfaisante possible, en fait. Vu l'empagement, c'est impossible d'avoir une solution qui soit vraiment irréprochable. À nouveau, 3 divisions à la suite. Donc, l'UATypo ne signale pas les 3, signale juste la 3e. Ici, on a des superpositions de séquences de lettres identiques en début de ligne. Alors, pourquoi c'est un problème? Alors, si on est complètement plongé dans sa lecture, on peut très bien ne pas le remarquer, hein, évidemment. Mais à partir du moment où cette superposition existe, eh bien, elle est susceptible d'être perçue par le lecteur et donc de distraction visuelle.
Donc, tout ce qui est susceptible de distraire l'attention du lecteur, normalement, il faut essayer de l'éviter. Parce que je rappelle que la typographie service du texte au service de la lecture. Excuse-moi, Thomas, à nouveau, on a des petits problèmes notamment de vidéo figée. Peut-être pourrais-tu couper ta caméra? Oui, alors un instant. Ah non, mince, j'ai coupé le partage d'écran. Pardon, je recommence. Le partage d'écran. La caméra, sans me tromper cette fois. Voilà, est-ce que c'est mieux? Ben, on va voir, mais là, enfin, personnellement, en tout cas, moi, il m'a manqué, disons, je sais pas, 30 secondes peut-être, si tu veux, D'accord. Alors, je disais, je parlais, ah oui, des superpositions. Je ne sais pas si tout le monde aura entendu ce passage-là. Donc, je reviens un petit peu plus haut à vos libertés, vos égalités. Et la ligne suivante, on a vos lois de cœur. Donc, on a une séquence de caractères qui se répètent d'une ligne sur l'autre. Et j'expliquais en quoi ça pouvait constituer un défaut. Lorsque le lecteur est plongé dans sa lecture, il y a de bonnes chances pour qu'il ne remarque pas cette superposition. Mais le problème, c'est qu'elle existe. Et donc, si elle existe, c'est qu'elle peut être perçue éventuellement par certains lecteurs. Et s'ils l'aperçoivent au cours de la lecture, eh bien, c'est qu'ils ont été distraits. Et donc, en typographie, tout ce qui est susceptible de créer une distraction visuelle ou de gêner de quelque manière que ce soit la lecture, il faut chercher à l'éviter dans la mesure du possible. Et donc ensuite, on retrouve des défauts qui ont déjà été vus. Là, on a à nouveau, mais cette fois c'est en fin de ligne, c'est là, je trouve personnellement, où on les remarque le plus, deux sons superposés, même S son, et en plus juste après une ligne à voleur. À nouveau une orpheline. Et là, enfin, une petite note. J'ai fait exprès de la placer ici, évidemment. Donc, vous avez un appel de note sur la dernière ligne. Et là, vous avez une note sur plusieurs pages. Donc, si vous lisez immédiatement la note, en plus, c'est... Alors, je vais le mettre en mode double page pour que vous voyez mieux le problème. Voilà. Donc, révolution, paf. Donc, vous voulez lire la note tout de suite. Vous êtes obligé de tourner la page. Et après avoir lu la note, vous êtes obligé de retourner la page pour lire la suite de la phrase. Donc, c'est particulièrement pénible, évidemment, ce genre de défaut. Et bah, l'UATypo, depuis peu d'ailleurs, nous le signale. Alors, tous les défauts n'ont pas été vus, enfin, ne se sont pas présentés dans ce texte. C'est pour ça que je vais changer la maquette pour un empagement complètement différent. Donc, au lieu d'utiliser la classe book, je vais utiliser une classe comma qui s'appelle scrbook. Et c'est d'ailleurs à ça que sert dans la déclaration de classe plus bas, il y a un paramètre, voilà, div égale 9. Bon, c'est uniquement pour les classes comma, donc vous avez droit à un petit avertissement si vous utilisez une autre classe, parce que voilà, une option que évidemment les autres classes ne connaissent pas. Mais bon, je n'ai pas complexifié le code, je l'ai laissé pour toutes les classes. Alors, on va voir d'ailleurs que c'est plus esthétique, hein, il n'y a pas à dire, la classe scrbook dans le paramétrage par défaut. Donc là, on a une ligne creuse. Je vais zoomer, page unique. Voilà, on a une ligne creuse trop longue. Je vais revenir en mode double page pour survoler plus vite que tout à l'heure. Voilà, on voit une ligne lavée, une ligne creuse trop longue, donc maintenant, il y a des folios, les nombreux pages sont en bas avec ces classes par défaut. Donc, page 6, une orpheline, page 7, une division en pages. Une ligne creuse. À nouveau, nous avons des problèmes de vidéo, je pense. Alors, je vais peut-être faire défiler moins vite. Oui. À la fois des problèmes de son et de vidéo. Désolé.
8, j'espère que c'est page 8, vous avez une ligne en gris. Donc c'est une ligne creuse qui n'est pas assez creuse pour être pleine, selon les écoles. Attends, Thomas, excuse-moi là, je pense que, je ne sais pas si je suis le seul, mais moi c'est bloqué sur, je ne sais pas quelle page, mais la page 2 en fait, si tu veux. Ah d'accord, oui, donc ça fait pas mal de choses ratées. Voilà, là c'est bon. Est-ce que ça bouge? Ça bouge? D'accord. Là on est page 8. Ah, alors, moi je suis page 4 là. D'accord. C'est toujours pas. Oui. Alors peut-être est-ce un problème effectivement de débit Internet, comme le suggère Maxime. Donc peut-être il y a un problème de Wi-Fi chez toi, je ne sais pas. Alors, je vais décaler, je vais essayer de rapprocher l'ordinateur de la box, mais je ne peux pas le faire de façon très significative. J'espère que ça va être mieux. Et à chaque fois, je perds la souris. Voilà. Est-ce que ça défile? Là, je suis en train de passer la Oui, double page 4-5. voilà, là D'accord. nous y sommes, oui. D'accord. Donc, je dis page 4, on a une ligne, la ligne bleue, c'est une ligne navée. La ligne grise, c'est une ligne creuse, creuse, trop pleine, presque pleine. Page 6, on a donc une orpheline. Page 7, une division en bas de page. Et donc là, je vais chercher des défauts Unity. Donc excusez-moi, je vais faire défiler assez vite à la recherche de défauts qu'il n'y avait pas dans la version précédente. Bon, là, on a page 26. Alors, nous n'y sommes pas encore. Hein. Enfin, moi, je n'y suis pas Alors, encore. Nous sommes toujours à la page 6-7. Page 6-7. Peut-être les doubles pages aussi qui. 26. Enfin, quand ce sera bon, en début de ligne, 2 fois le mot une officine, une gouvernante. Lentement. Là, nous ne t'entendons presque pas. Ah. Enfin, très mal. Alors, je disais que j'allais essayer de reprendre le défilement lentement. Oui. Là, nous sommes page 26-27. D'accord. Donc, j'espère que tout le monde a vu les deux unes superposées, page 26. Descend lentement. On a deux lettres posées, page 29. Une ligne qui dépasse. Voilà, c'est à nouveau bloqué. Je pense que le défilement en double page pose problème. D'accord. Bon, alors je vais le mettre en. Alors, je vais faire très vite. Bon. On n'a pas vu grand-chose de significativement différent. Alors, heureusement, j'ai préparé un exemple particulier en tarte, un exemple de catastrophe. Alors là, je suis parti du texte et motivé selon les besoins. Donc, pourquoi le traitement automatique des orphelines et des mots coupés en bas de page par la tech, en fait par tech ou la tech ou Ztech, enfin peu importe, pourquoi ce traitement n'est pas du tout satisfaisant? Donc, dernier alinéa de cette page, vous voyez, bon, ça ne veut rien dire, une fois anticonstitutionnellement répété X fois. Donc, on a 3 coupures de mots à la suite. On a page 2, et ensuite, page 3, c'est une page, alors je vais le mettre en plus petit. Alors, vous voyez bien une vue d'ensemble de la page. Voilà, on a une page creuse, la
page de seulement une ligne, bon, ce qui est parfaitement ridicule, évidemment. Alors, si je demande, pour l'instant, les veuves tolérées. Si j'utilise la solution classique de TeX pour empêcher les veuves, en fait, il y a deux cas de figure possibles. Soit vous êtes dans un contexte flush bottom, soit vous êtes dans un contexte rack bottom. Donc flush bottom, pour ceux qui ne sauraient pas, ça consiste à faire varier les hauteurs, les dimensions verticales. Donc par exemple par skip, c'est la dimension qui va être retouchée par défaut par TeX, pour faire en sorte que la dernière ligne de la page soit toujours en bas de la page, en fait. Et c'est des dimensions verticales qui vont changer. Le but étant de chasser à la page suivante les lignes qui posent problème. Enfin, soit une ligne qui pose problème, soit il y a une ligne à la page suivante qui pose problème, une veuve, et on chasse une ligne pour que, du coup, la veuve se retrouve en deuxième position et donc ne soit plus une veuve. Donc voilà, c'est comme ça que fait TeX, comme un vulgaire traitement de texte. Enfin, comme un vulgaire traitement de texte, en fait, oui, il chasse des lignes. Alors, un traitement de texte ne le fait que d'une façon, en chassant des lignes purement et simplement sans retoucher les dimensions verticales. Ce qui fait que si vous avez les pages en face l'une de l'autre, où il y a un traitement automatique de ce genre, vous verrez qu'elles n'ont pas le même nombre de lignes, tout simplement parce que la page, par exemple la page de gauche, mettons, va comporter une ligne, deux lignes, parfois même 3 lignes de moins que la page de droite. Alors, il y en a qui ont fait pilonner des livres pour moins que ça. En l'occurrence, André Gide, avec la première édition d'Isabelle, il n'était pas du tout satisfait parce que, effectivement, pour régler ce genre de problème, l'imprimeur avait décidé de raccourcir ou de rallonger le rectangle d'empagement pour qu'il y ait des lignes en plus ou en moins. Et donc, alors, voilà comment fait TeX par défaut dans un contexte de flush bottom. On va voir tout de suite le résultat. Bon, effectivement, hein, on n'a plus nos veuves, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un saut vertical énorme, parce qu'il n'a pas fallu chasser une ligne, il a fallu en chasser 3. Rappelez-vous, on avait les trois premières lignes de la page 2 étaient en bas de la page 1, et donc, pour qu'il n'y ait pas de veuve, pour qu'il n'y ait pas de mots coupés non plus en bas de page, TeX a tout simplement chassé ces lignes en augmentant considérablement la distance entre les alinéas. Alors, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment une solution abominable. Voilà, un livre comme ça, il est bon pour la poubelle. Donc, surtout, ne pas opter pour cette solution-là. Alors, il y en a une autre qui est un peu plus subtile, qui est utilisée d'ailleurs par de plus en plus d'éditeurs, j'en ai l'impression, notamment Flammarion, et notamment pour le dernier roman de Michel Houellebecq, Anéantir, que j'ai complètement étrillé d'un point de vue typographique uniquement, dans une série de billets pour un blog littéraire appelé Stalker. Et donc, ce qu'a fait le prestataire de l'éditeur, c'est que au lieu de jouer sur la valeur, ce qui serait l'équivalent dans le logiciel utilisé de parskip, donc l'écartement entre les alinéas, eh bien, c'est l'interlignage baseline skip qui a été rendu élastique. Alors, on va voir plutôt la solution Pixelance, prestataire de Flammarion. Hop, on va voir ce que ça donne. Donc, on a un baseline skip extensible, mais le parskip, lui, est fixe. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça a l'air pas mal comme ça. On se dit, bon, très bien. Et en fait, non, pas bien du tout. C'est moins catastrophique que la solution précédente, mais voilà, petite règle pour que vous voyez le problème. Vous voyez que les lignes ne sont plus alignées verticalement. Tout simplement parce que donc l'écartement de la page 1, des lignes de la page 1 a été augmenté pour chasser autant de lignes que nécessaire en page 2 pour régler, entre guillemets, le problème. Alors, en quoi c'est un problème? Bon, ce n'est pas un problème si vous avez un PDF d'une page très très longue, par exemple, que vous faites défiler, si vous faites défiler un PDF, avec des pages, par exemple, en mode page à page, des pages qui se succèdent, avec des marges égales à droite à gauche, ça ne pose pas de problème. Si la modification est
un peu plus discrète quand même que celle-là, il y a de fortes chances que vous ne le voyez pas. Mais ce n'est pas une bonne idée si le livre doit être imprimé, parce que vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Voilà, j'ai fait une simulation de superposition des pages 13 et 14 du roman Anéantir de Michel Houellebecq, et vous voyez que par transparence, on voit bien que les lignes ne sont pas superposées. Ça crée une distraction. Alors, le grammage donc les pages sont relativement épaisses, hein, je pense que c'est du 90 grammes, mais en fait, ça ne suffit pas. Par transparence, on peut toujours voir que les lignes ne sont pas superposées. Et si vous voulez mieux voir, voilà, j'ai fait un petit zoom. Voilà, donc c'est objectivement, sur tout ce qui est fin, c'est vraiment une gêne pour le lecteur, donc à ne pas faire évidemment. On prétend faire de la typographie soignée. Alors, pardon, je me trompe. L'autre possibilité, c'est donc là on avait un interlignage qui était élastique, mais seulement extensible. On peut le définir comme extensible et compressible, et dans ce cas-là, ça peut être un peu mieux, mais ce n'est pas non plus extrêmement satisfaisant. Voilà, on voit que cette fois, donc il y avait une seule ligne, donc, en fait là, l'UATEC a rapatrié la veuve, il l'a rapatriée à la page précédente, donc il n'y a qu'une ligne de plus, ce qui fait que la modification d'interlignage, ici en le resserrant, est beaucoup plus discrète que la modification précédente qui avait consisté à écarter les lignes, mais beaucoup, puisque là, cette fois, il y avait 3 lignes à chasser au lieu d'une ligne à ramener. On voit qu'avec la règle, que les lignes ne sont pas superposées recto verso. C'est un peu moins voyant, mais ce n'est pas génial non plus. Alors donc là, je vous ai présenté toutes les solutions possibles, à ma connaissance, dans un contexte de flush bottom. Mais que se passe-t-il avec rack bottom? Eh bien, dans le mode rack bottom, donc pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que fait Tech? Eh bien, il ne retouche pas aux dimensions verticales comme par skip ou baseline skip. Donc, il chasse les lignes à la page suivante, hein, et autant qu'il le faudra. Et donc là, on est en quelque sorte dans la solution logicielle de traitement de texte. Et vous allez voir ce que ça donne. Et c'est absolument horrible. Voilà. On a ici 3 lignes qui manquent en bas de la page 1. Donc, conclusion, je pense que vous serez d'accord pour dire que ce soit en mode rack bottom ou en mode flush bottom, il n'y a pas de solution automatique satisfaisante pour traiter les veuves et les orphelines, du moins pour les livres pour les textes qui sont destinés à l'impression en mode recto verso. C'est quand même beaucoup. Alors, il y a une extension Lua Widow Control qui, comme Lua Typo, ne fonctionne qu'avec l'UATEC, parce que voilà, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas possible de le faire avec les autres moteurs. Et on va voir ce que fait Lua Widow Control. Ah non, ça n'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien pourtant lancé la compilation, ça a l'air bien. Bon, ben là, il y a un problème parce que alors, soit l'extension bug complètement, soit il y a un problème dans mon source parce que, en fait, ça a modifié par skip. Je vais vérifier rapidement mon source. Et pourtant, c'est bien ça. Bon, alors désolé, je ne vais pas pouvoir vous le montrer avec cet exemple, du moins. Tant pis. En tout cas, le résultat, en résumé, n'est pas satisfaisant. Enfin, il peut l'être ponctuellement par chance, mais le problème, c'est que la solution adoptée, elle n'est pas mauvaise en soi. Ça consiste à demander à l'UATEC de composer un alinéa précédent avec une ligne de plus. C'est effectivement la solution fréquemment utilisée pour régler les problèmes de veuve.
Le problème, c'est de choisir le meilleur possible. Et l'extension est censée le faire. Hein. Et pourtant, parfois, l'alinéa qui est pour être composé avec une ligne de plus, grâce à la commande looseness égale 1, eh bien, pour demander donc une ligne de plus, parfois, ce n'est pas vraiment le meilleur candidat. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ce qu'on appelle des lignes lavées, des mots beaucoup trop écartés. Et alors que, bon, ça aurait été plus pertinent de le faire ailleurs. Ou parfois, la meilleure solution est de demander une ligne de plus à un alinéa, mais de demander au contraire une ligne de moins à un autre alinéa qui s'y prêterait davantage. Et donc, même si on peut concevoir que l'extension continue d'être améliorée, de toute façon, il y a toujours des cas où ça ne marchera pas. Et donc, après l'avoir testé un petit peu, j'ai renoncé complètement à l'utiliser pour me rabattre vers des solutions uniquement manuelles. Alors, il y a une chose très importante que je n'ai pas dit sur l'UATypo, c'est que c'est une extension qui est extrêmement configurable. Alors, pour ce faire, vous avez un fichier, dans le fichier tech principal, mais on peut également utiliser un fichier de configuration. Je l'ai ouvert ici. Et bon, alors, on va pas en étudier le détail, hein, où il est très commenté, donc je pense que vous pourrez l'étudier après par vous-même. Et dans ce fichier de configuration que je vais utiliser à présent pour vous montrer comment je l'ai adapté, voilà, il y a notamment toute une série de mots courts, et ils ont tous une majuscule, une grande capitale. Pourquoi? Parce que ces mots ne posent problème en fait que s'ils débutent la phrase. Alors, bon, j'ai mis parfois c'est pas toujours des mots français, ça peut être des noms propres, étrangers. Enfin, je m'étais amusé à trouver un peu tout ce qui existait avec 2 lettres. Et on va voir, il faut que je le sauve, par contre, j'ai le sauve avec son vrai nom, parce que là j'ai mis un underscore pour que justement il n'utilise pas le fichier. Maintenant, je le sauve sous le bon nom. Et on dirait que Kyle l'a planté. Désolé. Je relance mon éditeur. Et alors donc, en attendant que Kyle redémarre, vous allez voir que j'ai demandé à ce que tous les signalements soient en rouge. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la couleur la plus voyante. Alors, au début, les couleurs différentes, c'est intéressant parce que ça vous permet d'associer une couleur à un type de défaut particulier. Donc, c'est pour un peu apprendre, c'est pas mal. Mais cela dit, avec l'habitude, moi, je vois tout de suite, à partir du moment où c'est signé, je n'ai pas besoin de m'attarder, de réfléchir longtemps pour tout de suite voir de quel défaut il s'agit. Donc, pour moi, l'important, c'est de voir. Et le rouge, c'est encore la couleur qui se voit le mieux, je trouve. Alors, on va activer... Non, c'est pas le bon fichier, c'est pas le bon dossier, excusez-moi. Comme il a planté, il n'a pas gardé le bon dossier. Alors, texte original, book, mode brouillon avec ma config. Voilà, c'est parti. On va revoir le texte et vous allez voir que je l'ai paramétré pour qu'il détecte beaucoup plus de problèmes à mes yeux. J'espère que cette fois, la vidéo posera moins de problèmes. Vous voyez, il y en a un peu partout de rouge maintenant. Vous avez ici le mot « il ». Donc, on a ici, c'est la page 3, une fin de ligne que j'appelle ça les fins de ligne mesquines. Pourquoi? Parce que vous venez de terminer une phrase, vous avez un point, une micro-interruption. Ensuite, vous débutez la phrase suivante, il faut déjà aller à la ligne pour lire la suite. Donc, évidemment,
on lit de manière normalement assez fluide, mais malgré tout, ça constitue une espèce de micro-interruption juste après déjà une micro-interruption avec la fin de la phrase. Et donc, ça n'est pas terrible de terminer une ligne comme ça. Par ailleurs, il y a un défaut qui est fréquent en français, où vous avez beaucoup de mots qui se terminent par « e ». Donc, le défaut fréquent, c'est ce que j'appelle la cascade de « e ». Une cascade de « e » en fin de ligne. Et donc, je demande à l'UATypo de me dicter toutes les séquences, même d'une lettre, superposées sur plusieurs lignes consécutives. Et là, vous avez une cascade, page 7. Alors, pardon, je vais le mettre en mode page unique. Page 7, vous avez une cascade de S. S, 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 etc. Et donc, là encore, il y a la probabilité pour que est relativement faible, mais elle augmente avec le nombre de ces répétitions. Et donc, le typographe n'est pas marié sur la distraction du lecteur ou le fait qu'il soit plongé dans son livre. Donc, voilà, ce genre de distraction, il faut dans la mesure du possible essayer de l'éviter. Alors, par contre, un défaut que je m'attendais à trouver et que je vois, c'est les mots courts. Voilà, voilà. Donc, j'ai un peu les mots courts, enfin, je l'ai carrément entendu au cours de moins de 10 lettres. Donc, page 16, vous avez une fois Thomas, nous sommes encore à la page 7 et nous t'entendions mal. Ah, d'accord. Désolé. Donc, je vais attendre qu'on soit à la page 13. Nous y sommes. Alors, je te dis juste, c'est passionnant, donc continue, mais là, ça fait bientôt 1h20 que tu parles. Oui, d'accord. Donc, je vais. Là, je pense que c'était un défaut que je voulais montrer, qu'on voit enfin. Donc, c'est le premier mot de la page, c'est aussi le dernier mot de la phrase qui se termine ici. Donc, c'est un peu abrupt, on va dire, comme début de page. C'est moins gênant ici que si c'était en page paire, parce que donc, si je mets en mode double page, en espérant que en mode double page, donc vous terminez la lecture de la page 12, et hop, il n'y a qu'à lever les yeux pour voir la suite de la phrase. Donc, c'est pas dramatique. Mais imaginons que ce soit l'inverse. Imaginons, bon là, j'ai inversé l'ordre des pages normales, mais voilà, imaginons que ce soit une page impaire, où vous tournez la page cachet. Bon, là, ça fait vraiment, vous tournez la page et tout de suite, paf, c'est la fin de la phrase. Donc, c'est un peu un chaos, si vous voulez, dans la lecture. Donc, voilà, à éviter si possible. Et gravé, pareil, on voit le même problème. Voilà. Alors, maintenant, bon, vous vous dites, mais peut-être, très bien, il y a autant de défauts que ça si on ne retouche plus le texte, alors quelle solution apporter? Le réflexe de certains, c'est se dire, bon, après tout, si je suis l'auteur, je peux reformuler, hein, c'est pas grave, c'est moi qui choisis. Oui, bon, ça peut se concevoir, mais mon problème à moi, c'est que je ne suis pas l'auteur des textes que je mets en page, enfin, très rarement. Donc, je ne peux pas me permettre de modifier le texte de l'auteur, ou alors il faut vraiment que l'auteur soit très, très, très arrangeant, mais en fait, c'est pas ça, c'est une question de principe. Je ne dois pas retoucher le texte de l'auteur. Je suis censé servir ce texte, pas lui demander de s'adapter aux contraintes, aux difficultés que je rencontre. Et donc, même quand on est l'auteur du texte, en fait, j'estime que ce n'est pas une bonne solution. Finalement, c'est une solution paresseuse, un aveu d'échec. Ça revient en fait à subordonner le fond à la forme. Alors que normalement, c'est la typographie qui doit servir le texte, pas l'inverse. Donc pour moi, la reformulation, bon, elle est exclue de toute façon quand je ne suis pas l'auteur, mais même quand je suis l'auteur, bon, j'avoue que ça m'était arrivé à 2 ou 3 reprises de le faire, enfin, bon, peut-être même une dizaine de fois, mais peut-être. Mais c'est vraiment une solution honteuse, vraiment. Donc il faut trouver mieux. Alors, pour ça, je vais vous montrer, donc, à partir de la classe Book, toujours, je vais faire appel à la version améliorée. Donc, c'est la version 2. Donc, c'est la classe Book ou mémoire qui a été traitée avec les paramètres par défaut et donc moderne 10.
Et je garde toujours la détection des défauts activée. Et vous verrez qu'il va toujours en rester, hein, mais beaucoup moins. Vous vous rappelez la ligne avec les Barnabit qui débordait? Eh bien, c'est réglé. Tout simplement en autorisant la coupure de Barnabit. Alors, vous me dites, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Eh bien, pourquoi ne pas le faire automatiquement, surtout? Eh bien, parce qu'en typographie soignée, peut-être parce que c'est un crime de lèse-majesté, eh bien, on évite de couper les noms propres. Donc, je l'interdis par défaut, mais quand il y a un problème insoluble, comme le cas pour cette ligne, eh bien, ponctuellement, je vais autoriser la commande contre-oblique trait d'union, un mot. Enfin, on laisse du moins un texte et le problème a été réglé. Et il n'y a pas mort d'homme, ni de Barnabit. Donc là, on voit qu'on a une ligne creuse. Alors, pour les lignes à voleur, j'ai configuré de façon assez sévère, on va dire. Dans la configuration par défaut, je pense qu'il n'aurait même pas été allé. Bon, là, elle est signalée comme ligne creuse trop courte, mais bon, je n'ai pas réussi à faire mieux. On voit ici qu'on a des ES superposés. Bon, c'est quand même un défaut dramatique. Je vais essayer, oui, je ne parcours pas trop vite pour éviter les problèmes de vidéo. Thomas, Christophe demande si tu peux masquer la règle. Ah oui, pardon. Je vais la mettre ailleurs. Voilà. Donc, je ne vais pas parcourir le texte, hein, surtout qu'il n'y a pas les problèmes qui se... Mais vous voyez qu'il y a moins de rouge qu'avant. Le rouge qui reste, en fait, ça concerne souvent juste les superpositions de lettres en début ou en fin de ligne, et souvent donc 2 fois consécutives, 4, 5. Donc, c'est pas très grave. Enfin, c'est même pas grave certains exemples. Ah, ici, intérieur, donc page 9, Fredonnet, toutefois, voilà, donc certains typographes qui n'aiment pas que qu'il y ait une coupure de mots à l'avant-dernière ligne d'un alinéa. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi je considère pas que ce soit un problème esthétique, moi ça ne me dérange pas. Si mettons que ce soit le mot frelon qui soit coupé, voilà, on se retrouve avec long. Excuse-moi, Thomas, là on est en haut de la page 9, donc on ne voit pas peut-être ce que tu veux montrer, parce que je ne vois pas. Et on ne t'entend plus. C'est pas... Fredonnet est coupé. C'est l'avant-dernier mot. Oui. C'est un mot coupé en dernière ligne de l'alinéa. Certains considèrent que c'est un défaut. Moi, comme je disais, ça ne me dérange pas. Ça me dérangerait uniquement si, mettons, c'était le mot frelon qui était coupé et que ce soit le dernier mot et qu'on se retrouve avec long comme ligne à voleur. Mais dans ce cas, pour moi, le problème, c'est pas que le mot frelon soit coupé, c'est que long soit une ligne à voleur. Donc, j'ai quand même laissé la détection pour que vous le voyez. Mais voilà, pour ma part, je ne considère pas ça comme un défaut qui vaille la peine d'être traité. Et c'est tout l'intérêt donc de l'UA Typo, d'ailleurs, c'est d'être extrêmement configurable. On peut désactiver à volonté chacune des détections et on peut également, enfin pas toutes, mais beaucoup peuvent être paramétrées pour être adaptées à ses besoins. Alors maintenant, donc, je vous ai montré le résultat, mais comment suis-je arrivé à ce résultat? Eh bien, on va voir dans le texte traité, book traité, voilà. On va parcourir un petit peu le source et voir un peu ce que j'ai fait. Alors, en fin de ligne, vous allez voir de temps en temps, enfin assez souvent même, des commentaires PB. Alors, PB, c'est pour problème. À l'usage, j'ai utilisé ce code pour signaler mes interventions. C'est-à-dire que parfois, il y a un problème, mais il n'y avait qu'un seul problème, mais vous allez voir 2 ou 3 PB qui signalent en fait toutes les interventions qui ont été nécessaires pour régler ce problème unique. J'avais pensé à changer de lettre.
intervention, comment l'abréger? Bon, la seule abréviation correcte, ce serait minimum, ce serait int. Bon, c'est un peu long, PB, voilà, 2 lettres. Int, c'est pas très clair, interve. Bon, enfin, bon, c'est un mot qui est très difficilement abrégeable. Donc, bon, j'ai gardé PB. Bon, mais voilà. En fait, ça veut dire intervention plutôt que problème. Donc là, on voit effectivement Barnabit. Alors, je vais dégager l'aperçu. Je vais zoomer, voilà, pour que tout le monde puisse être sûr, pour être sûr que tout le monde voit bien. Barnabit a été coupé à la main. Donc là, on voit que j'ai rajouté une espace insécable. J'ai fait un méchant line break. Un texte ls. Alors, line break, c'est pour forcer un retour à la ligne à cet endroit-là et pas ailleurs. Ensuite, on avait une pétition, donc se retrouve est une ligne trop courte. D'ailleurs, il était bien signalé en rouge tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour allonger un petit peu la sauce, si je puis dire, la ligne? Eh bien, j'ai interlettré avec une commande donc, qui nous vient de l'extension microtype, qui permet d'augmenter l'écart entre les lettres. Alors, il faut le faire de façon discrète, hein, parce que c'est une pratique qui est assez... qui est très souvent condamnée. Donc, à raison d'ailleurs. Hein. Donc, si on le fait, il faut vraiment que ce soit discret et donc rester dans des valeurs raisonnables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur raisonnable? En fait, ça dépend beaucoup de la police, de ses caractéristiques. Une police qui chasse beaucoup, donc avec des caractères assez larges, peut être interlettrée davantage qu'une police étroite. Parce que si la police est naturellement étroite, dès que vous allez interlettrer positivement, ça va se remarquer beaucoup plus vite que si la police chasse beaucoup. Donc voilà, ça dépend de la police. Pour certaines, il ne vaut mieux pas dépasser 15, pour certaines, on peut aller jusqu'à 20, même 22 pour les polices qui chassent énormément. Voilà, 16, c'est déjà beaucoup, mais pour la police computer moderne, je pense que ça va encore. Alors, je cherche des PB. Donc voilà, souvent vous allez voir des mbox. Ça, c'est pour empêcher la coupure d'un mot. Alors, petit problème qui m'a été signalé par Daniel. Alors, ce que j'ignorais, c'est que la commande mbox interfère avec le fonctionnement normal de l'extension microtype. Et ça peut d'ailleurs créer des problèmes pour l'UAtypo, qui va tout d'un coup se mettre à signaler des faux positifs. Donc, il vaut mieux utiliser la commande de bname, qui vient de la classe Babel, ou peut-être même du module French de Babel spécifiquement, je ne sais pas. Et donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai transformé j'ai gardé mbox pour d'habitude. Et j'ai fait un alias de bname. Hein. J'ai fait mbox Nous ne t'entendons plus, Thomas. Oui. C'est très haché. Vous m'entendez? Et là, est-ce que c'est bon? Non, c'est toujours très parasité. Est-ce que c'est normal? Quoi, qui serait normal ou pas? Alors, donc, vous avez l'air de m'entendre là. Oui. Alors, donc, je disais que j'avais fait que la commande mbox pour empêcher la coupure d'un mot interférait avec le fonctionnement normal de microtype et de l'UAtypo. Et donc, je l'ai quand même gardé, mais j'en ai fait un alias. Enfin, j'ai fait en fait, c'est un bname. Dans le source, il y a écrit let mbox bname. Et de sorte que, en fait, mes mbox sont des bnames, ce qui donne un résultat équivalent, mais sans interférer avec microtype et l'UAtypo. Donc là, on voit, il y a sans doute un problème de veuve ou d'orpheline, et j'ai utilisé looseness pour obtenir une ligne de plus. Le problème, et puis un line break, donc là, c'était vraiment un alinéa très problématique, parce que pour que je doive combiner utiliser line breaks malgré le looseness 1, c'est que vraiment ça n'allait pas. Et le résultat, c'était évidemment des lignes lavées, des mots trop écartés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interlettré le passage, voilà, j'ai ces instructions, nanana, et
On va regarder ce que ça donne dans le PDF. Donc, Fortuné Trubert écrivait tranquillement. Voilà, par exemple, la ligne « J'ai des instructions relatives à l'enrôlement » et donc on voit que les mots, effectivement, sont même s'ils ne sont plus signalés comme ligne lavée, on est vraiment à la limite. Hein, c'est très tendu. Enfin, même avec un paramétrage peut-être plus strict des détections, ce serait toujours signalé comme une ligne lavée. Mais en tout cas, l'interlettrage est relativement discret. Au moins, il ne saute pas aux yeux. Et le but, c'était de réduire l'espace, ce qu'on appelle le blanc intermot, donc le GLU, quoi. Revenons aux sources. Donc, on voit des mbox, de l'interlettrage, des espaces insécables ajoutés. Et en fait, voilà, c'est un peu les solutions mises en place, elles sont toutes bêtes. Hein, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est un peu toujours la même chose qui sert. Les espaces insécables, les looseness, les line breaks, l'interlignage. Parfois, alors pour les notes, ça dépend de la configuration de la page, mais on peut même envisager des enlarge this page, donc pour augmenter le nombre de lignes sur la page. Ça va être masqué parce que les notes sont dans un corps plus petit, et pour peu que ça déborde pas trop, bon, le lecteur n'y verra que du feu. Mais ça dépend vraiment de la configuration. Alors, on va se pencher sur un alinéa extrêmement problématique que j'ai dû signaler. Voilà, donc c'était le dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, Gamelin demanda le citoyen Blaise, m'apportez-vous quelque chose de neuf? On voit ce que ça donne dans le PDF. Voilà, donc, alors, j'espère. Est-ce que vous êtes à la page 33? Oui. D'accord. Donc, vous voyez, alors il y a toujours du rouge signalé. Pourquoi? Parce que normalement, une séquence qui comprend un trait d'union, donc c'est le cas de m'apportez-vous, ne devrait pas être coupée ailleurs qu'à ce trait d'union, qu'après ce trait d'union-là. Donc normalement, on pourrait couper m'apportez-vous, mais pas comme je l'ai fait, m'apportez-vous. Et pourtant, c'est ce que je me suis résolu à faire parce qu'il n'y avait aucune solution viable. Soit j'interdisais la coupure de m'apportez-vous, mais on avait une ligne navée qui était tellement abominable, c'est-à-dire des mots tellement écartés qu'il n'y avait aucun moyen de masquer la chose. Et comme après tout, c'est ce que faisait remarquer un typographe du 19e siècle, dont je n'arrive plus à me rappeler le nom, non, bah, tant pis, il disait que les règles de coupure de mots, enfin la coupure de mots a été inventée pour faciliter la régularité de l'espacement des mots. Donc les règles en matière de coupure de mots, c'est bien gentil, mais s'il est impossible de les suivre sans obtenir des lignes lavées abominables, à quoi sert la coupure de mots? Donc les règles, c'est bien de les respecter tant que c'est possible, mais quand il n'y a aucune autre solution, il vaut toujours mieux prise mauvaise, entre guillemets, coupure de mots, plutôt que d'avoir une ligne absolument hideuse. Et c'est ce à quoi je me suis résolu donc pour cet alinéa. Alors, il y en avait un autre qui était aussi pas piqué des verres, mais peut-être... Non, c'est dans la version SRBook. SCRBook, pardon. On va voir que cette version-là, elle est très différente. Mince. Ça n'a pas marché. J'ai oublié quelque chose. Traité, trianon, SRBook. Thomas, il est
il va être temps d'arrêter. Alors, c'est tout à fait passionnant, nous montre, et peut-être serait-il judicieux que nous organisions un deuxième exposé sur donc les solutions que tu apportes, peut-être plus en détail, en allant un peu moins vite, aux problèmes rencontrés. D'accord. Hein, si ça ne t'ennuie pas. Non, pas du tout. D'accord. Mais bon, je te laisse quand même conclure. Hein. On n'est pas à 2 minutes, mais voilà, peut-être pour. Alors, je vais arrêter le partage d'écran peut-être, ou à moins que là, je reviens sur la fenêtre. Pardon, si j'arrête le partage d'écran, je le remettrai éventuellement. Voilà, pour pouvoir lire le chat éventuellement. Je suis vraiment désolé, je vois Christophe, oui, je suis désolé pour la qualité de l'audio. J'aurais peut-être finalement dû ne pas m'installer dans mon salon. La connexion aurait été sans doute un peu meilleure dans ma chambre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Moi, je veux bien en poser une petite parce que je ne suis pas sûr. Tu as parlé du package imp nat typo. Ah oui, effectivement. Donc, je vais le montrer très brièvement. C'est une extension qui permet de détecter la superposition de séquences de lettres et en début ou en fin de ligne, comme le fait l'UATypo. Mais l'UATypo détecte bien plus de problèmes que ça. Et une autre détection qui aurait pu être intéressante, c'est la détection des lézardes, des rues ou des cheminées. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ces noms étranges? Ça désigne en fait des trouées blanches verticales à travers le texte, dues à la superposition malencontreuse des espaces. Donc vous avez par exemple des formes ondulantes à travers le texte, on appelle ça des lézardes, des trouées verticales, on appelle ça des cheminées, ou des formes, enfin des lignes blanches en diagonale, qu'on appelle des rues. Et bon, les Anglais appellent ça, je crois, reverse, voilà, sans distinguer les différents cas de figure. Et ImpNatTypo permet de détecter ça. Alors, je vais activer je vais l'activer et puis je relance après le partage d'écran pour vous montrer le résultat. Et le problème, c'est qu'en fait, cette extension, enfin, elle est beaucoup trop sensible. Et c'est-à-dire qu'elle va signaler comme lézard des choses qui sont vraiment. En fait, elle est mal paramétrée. Et il y a tellement de signalements que finalement, les vrais lézards, les vraies rues, les vraies cheminées, on ne va même pas les voir parce que ça va être noyé dans des signalements excessivement tatillons, quoi. Alors, un instant que je sélectionne. Pour résumer, elle fait moins de choses, mais elle fait 2 trucs de plus, quoi. Enfin, oui, elle fait aussi une autre chose. Elle s'assure qu'elle a mis en place une solution automatique pour éviter les lignes à voleurs, mais elle crée parfois des problèmes très pénibles et du coup, j'ai complètement cessé de l'utiliser depuis que. Enfin, j'avais fini par ne plus l'utiliser que pour la détection de superposition de séquences de lettres en début ou en fin de ligne. Et depuis l'UATypo, enfin, peu de temps après, j'ai complètement cessé de. Mais c'est quand même intéressant, quand même, oui, que je vous la montre. Ah oui, c'est moi de brouillon plus. Voilà. Et oui, avant ma question, merci beaucoup pour cet exposé captivant. De rien. Et puis, désolé pour tous les problèmes de connexion. Alors, je vais relancer le partage d'écran pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Que je retrouve la fenêtre. Voilà, en page 1, je pense que vous voyez. Non, tu n'as pas partagé ton écran. Ah voilà, ça va venir. Voilà, donc vous voyez tous les espaces colorés. Moi, je ne l'ai toujours pas. Moi non plus, pas encore, ça charge. Voilà. Ah oui.
Donc, vous avez toute une série d'espaces colorés. Donc, effectivement, si on suit le détail de certains, on se rend compte, ah oui, là, effectivement, on a un début de lézard. Mais en fait, parfois, il signale comme superposés des espaces qui sont quand même relativement décalés. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de signalements. Et alors, s'il y a un moyen de régler la c'est certainement possible. Hein, je ne sais pas finalement, pour comprendre comment la régler, de mon point de vue. On ne t'entend plus bien là. Alors, je disais que c'est certainement, si on il y a certainement un moyen de régler l'utilité pour que les détections qui s'affichent soient vraiment pertinentes. Parce que là, par exemple, si en page 2, je regarde ce qui réplique du monde aimé. On ne t'entend presque pas, Thomas. Alors, ce qui nous en page unique, j'espère que là on m'entend mieux. Là, pour l'instant, on t'entend mieux, mais on n'est pas en page unique pour l'instant. Alors, donc, je vous dis l'alinéa que je regarde, c'est ce qui nous perd, répliquant et né, c'est l'indifférentisme. Donc, si on va au milieu de la ligne, à réplica, on voit que l'espace entre réplica et Dupont est signalé. Alors, pourquoi non, on ne voit pas et on ne t'entend pas bien non plus. Peut-être on pourra approfondir ce point-là lors d'un exposé ultérieur. Je vais arrêter. Oui. Désolé. Non, mais c'est pas grave, hein, c'était tout à fait intéressant. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a des gens qui sont en train d'écrire, mais ceux qui ont leur micro fonctionnel peuvent l'activer. Oui. Moi, je voulais juste dire que, mis à part les problèmes de son, c'était vraiment très intéressant. Alors, il fallait s'accrocher par moments, ça coupait, mais vraiment exposé très intéressant. Moi, je ne connaissais rien du tout à la typographie. Je me contentais de laisser faire la tech. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci de ce retour. Ok, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Juste, moi, j'ai une toute petite question, Thomas. J'ai vu dans ton source que tu avais, alors je ne sais pas si c'est manuellement ou de façon automatique ou disons semi-automatique, rajouté des espaces insécables juste après les mots à une ou deux lettres. Oui. Oui, effectivement. Alors ça, c'est quelque chose que je fais normalement en préparation de copie. Vous verrez dans le source, j'ai fourni un exemple d'expression rationnelle qui permet d'automatiser les chercher remplacés. Donc, volontairement, je ne l'avais pas fait pour l'exemple initial, mais après, bon, normalement, c'est quelque chose que je ne fais même pas à la main. J'ai un script qui le fait tout seul comme un grand. Mais là, même s'il faut le faire manuellement, en fait, c'est très simple. Hein, si on maîtrise un peu les expressions, les regex, moi, je dis en français expression rationnelle, c'est assez basique, en fait, comme détection. Et donc, on décide voilà, combien on veut de lettres, quels mots on va traiter, les mots de moins de 2 lettres, les mots de moins de 3 lettres, de 4 lettres, de 5 lettres. Et puis, à partir de là, on fait un chercher-remplacer et donc on remplace l'espace ou le retour à la ligne par le tilde, hein, l'espace insécable tech, et le problème est réglé. Et ça, voilà. Et donc, ça nous garantit qu'on n'aura pas de fin de ligne comme ça. Par contre, ponctuellement, si la composition de l'alinéa pose vraiment problème, on peut se dire, bon, bah tant pis, on va avoir de temps en temps une ligne qui se termine par point il, point c'est pas la fin du monde non plus. Mais au lieu d'en avoir 50 dans le livre, comme c'est le cas dans quasiment n'importe quel roman que vous ouvrez, hein, publié en France, peut-être au Québec aussi, en Suisse, vous allez en trouver des dizaines de fins de ligne comme ça. Et le pire, c'est quand c'est en fin de page, c'est quand point il faut tourner la page pour lire la suite.
Et ça, c'est vraiment très, très pénible. Voilà. Alors que la solution est tellement simple. Oui, oui. Ça nous servirait bien pour la lettre Gutenberg parce que régulièrement, Céline Chevalier, donc la vice-présidente de Gutenberg, repasse derrière nous, enfin derrière tout le monde. Hein, tout le monde se relit et se re-relit avant de mettre en ligne la lettre Gutenberg. Et Céline est une spécialiste de la détection de ce genre de choses auxquelles nous, Patrick, Maxime et moi, essentiellement, et ne prêtons pas tellement attention, pas suffisamment attention, certainement. Et donc, oui, on va se servir de cette regex volontiers. Oui, pas de problème. Je vais envoyer les fichiers, et comme ça, tout le monde pourra en profiter. D'accord. Sinon, l'UATypo, bon, même pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec les expressions rationnelles, bon, au moins l'UATypo permet de les détecter, et puis s'il faut intervenir à la main, bon, ça fait beaucoup d'interventions par contre. Hein, dans un long texte, il faut vraiment être prêt à le faire des dizaines de fois. Oui. Mais voilà, en tout cas, l'UATypo peut détecter ces problèmes-là, donc c'est intéressant. Tout à fait. Alors, quand l'UATypo est sorti, je l'ai immédiatement intégré à la classe de la lettre Gutenberg, mais j'ai dû abandonner pour je ne sais plus quelle raison. Ça m'échappe là, mais voilà, il fallait attendre que quelque chose soit réglé au niveau de l'UATech, je crois, ou je ne sais plus. Donc, mais je compte bien le réactiver. Alors, à un moment, il y avait un problème avec la classe mémoire et moi, bêtement, j'ai cru, j'étais en train de travailler à un livre, donc j'ai utilisé une vieille version de l'extension que j'ai mise dans mon dossier de travail. Et puis après, j'ai fait des mises à jour et j'ai continué à travailler sur d'autres livres. Et là, je voyais à nouveau les couleurs étaient réapparues. Je me suis dit, bon, le problème est réglé. Sauf qu'en fait, il ne l'était pas du tout. C'est que bêtement, j'avais fait une copie de l'extension, non seulement dans le livre auquel je travaillais précédemment, mais dans mon dossier gabarit, de sorte qu'elle a été recopiée, une vieille version de l'extension, dans chaque nouveau projet que je mettais en page. Ce qui fait que je me suis rendu compte très tardivement du problème. Et en fait, c'est en préparant cet exposé. Donc, je l'ai signalé à Daniel qui, très rapidement, alors qu'il était en vacances, a mis à jour l'extension pour que ce problème-là soit réglé avec mémoire. Alors, je ne sais pas si la classe de la lettre ou des cahiers est un dérivé de mémoire, ou si le problème est de même nature, mais voilà, peut-être que maintenant c'est réglé. D'accord, je jetterai un coup d'œil. Oui, j'ai vu une mise à jour de l'UATypo aujourd'hui. Hein. Daniel, je ne sais pas si c'était parce que l'exposé arrivait, mais toujours est-il que... Voilà. Bon, en tout cas, je crois que nous ne pouvons que te remercier, te féliciter, Thomas, pour cet exposé passionnant. Et je pense que tout le monde est d'accord pour que nous poursuivions tranquillement la suite de tout ce que tu voulais nous dire. D'accord. Hein, déjà, avec les fichiers que je vais mettre à disposition, il sera possible à chacun intéressé par ces questions de regarder un peu les sources. Comme je le disais, il n'y a pas énormément de... C'est un peu toujours les mêmes solutions qui sont mises en œuvre. Ce n'est pas très, très difficile à comprendre. Je mettrai le tout sur la page dédiée de notre site web et de toute façon, on enverra un mail pour la vidéo. Ça pourra nourrir le débat lors de ton prochain exposé. Entendu. Voilà. Petite question en terminant. Est-ce que l'édition originale du roman d'Anatole France avait des erreurs typographiques? Oh là, oui, plein. Disons que le 19e siècle, c'est pas un siècle très brillant pour la typographie, et le début du 20e, moins encore, sans doute. Les Dieux en soif, c'est un roman de 1912. Donc là, on est vraiment dans les premières années du 20e. C'est pas très différent de la seconde moitié du 19e. Et voilà, bon, c'est un peu les heures sombres de la typographie, mais à certains égards, parce que... Non, ça répond à ma question, merci. De rien. Bien, il ne reste plus qu'à, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, te remercier, puis souhaiter une bonne soirée à tout le monde.
Alors, j'en profite pour signaler que nos exposés futurs sont prévus déjà. Donc, nous avons au mois d'octobre, nous aurons Étienne de Paris qui va nous parler de son package Awesome Box. Ensuite, j'annonce de façon, disons, avant l'annonce officielle, la journée Gutenberg qui aura lieu le samedi 18 novembre en présentiel à Paris, à l'ENS. Voilà, mais nous vous en dirons plus à ce moment-là. Le programme n'est pas tout à fait fixé encore. Nous reviendrons vers vous. Et nous aurons aussi un exposé au mois de décembre de Victor Sagné sur Metapost. Voilà. Eh bien, voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci encore, Thomas. Merci encore. Et nous restons en contact pour un futur exposé. Entendu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.